donner la parole à monsieur Dominique Bouvrat, que voici, donc qui est historien, qui va nous parler de l'appropriation et l'exploitation du Salève dans des temps plus historiques. Bien, bonjour à tous. Alors, après les sources archéologiques, donc les sources écrites, donc je suis obligé finalement de commencer par une citation. Vous voyez. Alors, c'est une description qui est certainement la description la plus ancienne du Salève. C'est une description qui a été prise par un officier de la principauté de Genevois vers 1635. C'est un petit peu le pendant de la carte. Là, vous voyez, c'est une des premières représentations du Salève sur une carte, vers 1600. Alors, voilà ce qu'il dit, je vous le cite dans le texte. Alors, la montagne de Salève, renommée pour le bon fruit entre toutes celles de Savoie, peuplée de quantités de granges pour la retraite du bétail, abondante en bons foins et pâturages, à laquelle se tirent enseignement des mines de fer, fertile et labourable en divers endroits, abondante en bois de haute futaie, comme encore en gibier, cerf, sanglier, ours, loup, lièvre, renard, blaireau, etc. Voilà, alors si je vous cite ce petit texte, c'est qu'on voit ici que le Salève, dans ces temps anciens, apparaît comme une terre d'abondance, un réservoir de ressources incommensurable. Alors, cet exemple illustre finalement l'importance du patrimoine écrit pour qui veut connaître le Salève. Donc je vais essayer à partir de sondages dans les différents dépôts d'archives, également dans des sources qui ont été publiées, d'approcher plus en détail donc l'appropriation et l'exploitation du Salève sur une période relativement longue, donc qui court du Moyen-Âge jusqu'à l'annexion, qui correspond en gros à notre ancien régime savoyard. Alors, pourquoi une période aussi longue? Tout simplement, on a quand même des permanences sur l'ensemble de cette période, des points communs. Et puis, deuxième raison plus pratique, c'est que la documentation, quand même, en termes d'archives sur le Salève, est relativement limitée. Donc là, ça permet d'avoir, vous voyez, toute une palette d'instruments, donc cadastre ancien, recensement, enquête, acte notarié, et j'en passe. Voilà, donc à partir de ces renseignements, je vais vous présenter d'abord donc les paysages du Salève, durant cette longue période. Ensuite, j'évoquerai la propriété, et puis enfin, donc, je terminerai sur les ressources du Salève, leur exploitation et les tensions qui en découlent. Alors, on va commencer par le paysage. Le Salève, c'est un massif accessible, donc il a été modelé très tôt par les habitants, on l'a vu dans les exposés précédents. Alors, en dehors de la description de 1635, que je vous ai citée en introduction, je vous donnerai une autre citation, c'est une description de l'intendant Pulini, intendant de la province de Carouge en 1821. Alors, il nous dit « Le mont Salève ne présente du côté de Genève qu'une face abrupte et escarpée, mais la partie de cette montagne située au Levant présente un plan incliné, couvert d'une belle végétation, divisé en prés, champs et boiteries et de hautes futaies, et sa sommité est recouverte d'un beau pâturage où l'on inhale annuellement au mois de juin la quantité de 400 mètres à corde. » Voilà, donc vous voyez, par rapport à ce qu'on connaît actuellement, il n'y a pas de grands changements. Alors, si on remonte un petit peu plus haut, donc là, j'en arrive à cet extraordinaire instrument qui a été évoqué par Claude Léchevant tout à l'heure, c'est le cadastre sarde, le cadastre de 1730. Là, je vous propose donc une vision schématique. Alors, j'ai représenté de manière très grossière la répartition des cultures dans différentes communes. Donc, d'abord sur la Mure. Alors, on voit bien, vous voyez, donc dans le bas pays, champs et prés. Ensuite, sur les pentes du Salève, donc bois, broussailles. Et puis au sommet, donc les pâturages. On retrouve le même système pour le sapin, c'est la deuxième image, bas pays, vous voyez, les bois et broussailles au milieu, les pâturages au sommet. Alors sur Beaumont, donc on change de côté, mais on voit bien cet étagement, d'ailleurs presque de manière un petit peu plus claire. Voilà un petit peu, donc vous voyez différentes strates à cette époque. Alors sur ce paysage, une petite originalité à l'époque, donc dans les actes notariés, on nous parle également de clôture en bois, sur les pâturages dans la partie sommitale du Salève. Je vous rappelle que dans ces temps anciens, les clôtures sont quasiment pas utilisées, dans le bas pays en particulier, mais là sur le sommet des Salèves, donc on en trouve. Alors la justification dans les textes, ce sont les précipices dans lesquels risquent de tomber les animaux, et puis également, vous en doutez, donc c'est éviter que les troupeaux du voisin viennent goûter chez soi, naturellement. Alors, dans ce paysage qui est déjà très humanisé, les documents évoquent très tôt la présence de sentiers, de chemins. Au XIXe siècle, où les sources sont un petit peu plus nombreuses, on parle du chemin donc, qui passe par la Croisette, naturellement. On évoque également, vers 1802, un chemin qui est aménagé à ce moment-là, qui s'appelle le chemin de la Traversière, qui va de Beaumont jusqu'au Sapet. On s'inquiète un petit peu, parce que sur le Sapet, ça descend de manière très très raide, et puis on s'inquiète pour les chars à foin, qui risqueraient de tomber.
Voilà un petit peu. Alors, je terminerai juste pour la fin de la période. Du côté de Montier, donc on évoque dans les années 1850 la création de la grande route du Salève, hein, dans le contexte d'un tourisme qui se développe à toute vitesse. Alors, donc le Salève, c'est une montagne peuplée, très tôt. Alors, dans ces périodes-là, on a trois formes d'habitat. Premier type d'habitat, on a des gros villages qui sont souvent des centres paroissiaux. Alors, c'est le cas de Montier, dans la partie septentrionale, qui fait suite à des vestiges très anciens, hein, époque romaine, au Moyen-Âge. Si on va à l'autre bout du Salève, donc on a le village de Saint-Blaise, qui est à cheval entre le Mont de Sion et puis le Salève. Alors, actuellement, Saint-Blaise paraît un petit village excentré, mais il faut savoir que c'était une étape très très importante sur l'ancienne voie romaine qui partait du Petit Saint-Bernard, passant dans la région d'Annecy, allait sur Genève. Hein. La voie filait tout droit depuis Cruzeil sur Saint-Blaise, redescendait vers le secteur de Poli. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, alors, deuxième strate, on a des hameaux, des villages assez importants, dont j'en citerai deux. Vous avez d'abord l'Abergement sur Cruzeil, hein, dont le nom fait référence à un acte donc passé par un seigneur, d'une manière orale ou écrite, certainement orale à l'époque, un seigneur qui va donner des terres à défricher à des paysans, hein, pour être confié ensuite à ces derniers en termes de tenure perpétuelle contre des redevances. Voilà, alors ici, il s'agissait vraisemblablement d'anciennes familles nobles de Cruzeil sur lesquelles on n'a pas grand-chose. Autre secteur, là je l'ai mis en diapo, toujours tiré de notre cadastre de 1730, c'est le secteur de la Croisette qui est très intéressant. À l'époque, on voit deux groupes de villages. Au nord, on a un petit secteur qui s'appelle la Chabane. Donc, la cabane, c'est l'ancien nom qu'on donne au chalet d'alpage. Oui, c'est assez intéressant. Et puis, deuxième partie qu'on appelle les Anvers, à cette époque. Alors, pour connaître la population du Salève, durant cette longue période, on n'a pas beaucoup de documents, on a très très peu de recensements. Quand on en a, ils sont souvent très peu précis, on ne sait pas exactement où on se trouve, parfois c'est compliqué. Le meilleur recensement en la matière, il date de 1560. Ce sont des registres qui ont été réalisés pour l'impôt de la gamelle du sel. Donc il nous donne pas mal d'indications sur certaines zones. On apprend par exemple que sur Montier, on avait les ménages moyens, la taille des ménages moyens la plus élevée en Savoie à l'époque quasiment, avec à peu près 10 personnes par ménage, alors que la moyenne à l'époque était d'environ 5 personnes d'après les sondages qu'on a fait. Alors ça s'explique par une forte présence de domestiques, par des familles, par des ménages multiples, c'est-à-dire plusieurs familles qui cohabitent, pour des raisons de sécurité, d'entraide, et puis un nombre très élevé d'enfants survivants, ce qui est quand même un luxe à l'époque, je vous rappelle. Voilà. Donc on vivait assez bien à Montier vers 1560, ce qui apparemment n'était pas le cas à l'Abergement sur Cruzeil, puisque là, on avait une moyenne de 4 personnes par feu, par ménage, et beaucoup de feux pauvres et misérables. C'est un petit peu compliqué, alors j'expliquerai un peu pourquoi tout à l'heure. Alors on a également une population relativement flottante de personnes qu'on a du mal à cibler. Ce sont les bergers, les vachiers du Salève durant cette période. Alors ils apparaissent souvent à l'occasion de vilaines affaires. Hein. Juste un exemple, donc en 1744, on est en pleine vogue des Vaugres en borne. Et là donc, vous avez Châtelain de Cruzeil, c'est un notaire, un curtenat, il s'appelle, il est tué d'un coup de bâton sur la tête, pas de chance, et tout de suite on accuse des vachiers du Salève. Donc il y a peut-être une certaine réputation sur ces populations. Alors, pour connaître un petit peu l'environnement matériel de ces gens, donc on trouve un petit peu partout en termes de maison, la maison bloc avec son enfilade de pièces. Ces pièces, on trouve tout en même temps, les vêtements, les ustensiles de cuisine, les outils agricoles, etc. Je m'arrêterai peut-être juste sur les maisons de la partie sommitale du Salève, de la zone de pâturage. Donc là, on a des maisons. On trouve en général donc, une ou plusieurs écuries au sens des tables. On trouve ensuite une cuisine qui sert en fait de pièce de vie. Et puis un élément très particulier, très original, la fromagerie. Ça c'est typique de ces maisons de la partie somitale du Salève. Voilà, alors je vais passer ensuite, donc là je vous ai mis un petit diapo qu'on a vu tout à l'heure, donc la Chartreuse avec la grange du Convert au sol. Alors, on va passer maintenant, une deuxième partie, donc sur les maîtres du Salève. Alors, vous voyez mon titre explicite, nobles et seigneurs, religieux et bourgeois. Donc, on sent déjà, vous avez déjà une petite idée. Alors, si on remonte vers l'An-1000, le Salève, comme beaucoup de ces zones boisées, ces zones de montagne, il appartient donc aux nobles, aux seigneurs. Alors, qui sont-ils à l'époque? On a d'abord le roi de Bourgogne, qui a beaucoup de terres au titre du fisc royal, notamment en bas du Salève, le long de l'ancienne route, et notamment tout le secteur de Saint-Blaise, qui est très très important, qui est stratégique à l'époque. Voilà. Alors, le pouvoir des rois de Bourgogne s'effritant vers les années 1030 et 1032, il va y avoir, donc, ces pouvoirs vont être récupérés par toute une masse de féodaux, et parmi eux, donc, les comtes de Genève, naturellement, qui deviennent un petit peu les suzerains locaux dans notre secteur.
qui vont récupérer d'autres parties du fisc royal, un certain nombre de droits. Alors, en dessous des comtes de Genève, on a un certain nombre de familles nobles. Dans la partie septentrionale, donc on va trouver les sires de Gex, les sires du Faucigny également. Sur le versant ouest, on va trouver donc les seigneurs de Beaumont, de la maison de Châtillon, de Menton, etc. Dans la partie méridionale, donc plutôt les nobles de Cruseille, nobles de Pont-Vert, qui se partagent un petit peu le célèbre en partie à cette époque. Alors, donc à partir du XIe, XIIe siècle, on va avoir un mouvement de donation de la part de ces seigneurs en faveur de l'Église. Pour deux raisons. D'abord, pour s'assurer le salut dans l'au-delà. Deuxième raison, pour s'assurer également des alliés temporels sur place. Ça, c'est très très important. Alors, donc, qui va profiter de tout ça? Dans la partie nord, du côté de Montier, on va voir chapitre Saint-Victor de Genève, chapitre Saint-Jean de Genève également, qui vont profiter de ces donations. Et puis, donc, dans le secteur méridional, donc l'abbaye de Pommier, l'hiver 1870. Alors, beaucoup de terres également vont être loties à des paysans, en termes d'hébergement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les seigneurs vont également passer des sortes de contrats avec les communautés, avec les villages, pour leur donner des zones collectives, pâturage, ou des zones boisées pour l'affouage des habitants. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour certaines communautés, je donnerai quelques exemples par la suite. Alors, si on continue un petit peu dans le temps, donc alors ici, je vous ai mis peut-être juste pour l'image, c'est une image assez rare, donc c'est les boîtes d'abbaye de Pommier, donc vers 1800. J'en profite pour vous mettre quelques petits documents intéressants qu'on collecte au fur et à mesure. Alors, donc on avance un petit peu dans le temps, on voit que ces propriétés nobles et seigneuriales perdurent. Alors si on prend un petit peu les plans extraits du travail effectué par Dominique Barbereau, on se rend bien compte qu'on a quand même, pour regarder des parcelles, des choses assez étonnantes. Alors dans la partie solitale, on va très bien regarder voir ces grandes parcelles qui sont typiques des parcelles nobles anciennes, c'est-à-dire des parcelles qui n'ont jamais été partagées, ou très peu vendues. Vous voyez. Donc ça, c'est un signe typique qu'on peut retrouver dans beaucoup de communes. Alors là, c'est vraiment flagrant. Alors, je suis allé un petit peu plus loin, donc regardez voir un petit peu sur là où on s'appelle, j'ai oublié de préciser. Donc, dans la partie solitale, j'ai ciblé en bleu toutes les propriétés nobles. Vous voyez, c'est absolument c'est impressionnant. Là, on a vraiment un cas d'espèce. Alors, autres personnages qui ont profité un petit peu de ces biens, on a quelques bourgeois d'Annecy. Vous voyez, ces familles nobles qui ont toujours besoin d'argent, de temps en temps vendu ces terres, qui les rendent très très chères. Alors parmi elles, donc, on a notamment au XVIIIe siècle un des plus grands propriétaires du Genevois, c'est un avocat au Sénat, il s'appelle Prosper Réguel. Alors, pour les biens d'église, ils vont continuer, ils vont en faire également. Le Chartreuse de Pommier va profiter de dons, de legs, etc. Elle va effectuer également des achats. Alors, elle va notamment, en 1789, acheter le beau domaine des Avenières. L'abbaye l'achète à une noble, une demoiselle noble de Pont-Vert, fin de race, plus de sous, totalement endettée. Et donc, l'abbaye achète ça très très cher malgré tout, environ 100 000 livres. Alors, avec la Révolution, on a un petit changement, parce que beaucoup de ces biens nobles et ecclésiastiques deviennent des biens nationaux, ils sont vendus, naturellement. Qui va profiter de ça? Alors, ce sont ceux que Paul Guichonnet a appelé la bande noire, c'est-à-dire des notables de Carouge, de Saint-Julien, quelques notables de Cruseille, de Frangy également, qui vont récupérer une partie de ces biens. Voilà. Donc tout ça, ça va rester aux mains des notables, au cours du XIXe siècle. Alors pour terminer, donc, je vais évoquer les ressources du Salève. Alors, je vais faire une petite liste rapidement, je m'arrêterai surtout sur les pages. Alors l'agriculture, donc l'agriculture au Salève, elle existe, elle est très importante aux deux extrémités, sur le Montier, notamment dans le secteur des Pendules, ça remonte très très haut, on a beaucoup de champs, etc. De l'autre côté, sur l'Abergement Cruseille, on a également une zone très importante de travaux agricoles. Alors c'est une agriculture qui est très difficile. Je reviens un petit peu sur les gens d'Abergement, là qu'on avait trouvé un petit peu pauvres tout à l'heure. Donc eux, au XVIIIe siècle, ils se plaignent, ils ne peuvent pas planter de froment, de blé froment, parce que c'est un petit peu trop haut, donc ils sont obligés de se rabattre sur le seigle, qui est beaucoup moins difficile. Alors ça pose problème, je vous rappelle, à l'époque, puisque le blé froment, il permet de payer les taxes pour l'église, pour les seigneurs, les fermages, ça permet de vendre ça pour avoir quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, je vais m'arrêter un peu plus sur les vaches. Les vaches, c'est vraiment, durant cette période ancienne, l'activité majeure et la plus rentable. Alors, je vous rappelle ici, donc, dans les Alpes, on a deux systèmes. D'abord, on a ce qu'on appelle la petite montagne. Ce sont souvent des familles qui exploitent alors jusqu'à une quinzaine de bêtes, grand maximum. Après, on a un autre système, ce qu'on appelle la grande montagne. Donc, on trouve ça dans des chalets. Et ça peut aller jusqu'à l'exploitation d'une centaine de têtes de bétail. Alors, sur le Salève, dans ces temps anciens, d'après les contrats que j'ai repérés, on a un petit peu les deux systèmes qui cohabitent. Alors, la grande montagne, on va trouver ça surtout dans la zone sommitale, avec les nombreux
grange, chalet, etc. Alors, les noms changent. On peut trouver, alors on trouve maison, on trouve vacherie, on trouve grange, et puis chalet apparaît vers l'époque, vers la Révolution. C'est le nom qu'on va donner à ces maisons. Alors, donc là, dans les actes notariés nous donnent des nombres de têtes de bétail, hein, par exemple. Alors, ça va d'une trentaine jusqu'à 60 bêtes, notamment dans le cas de l'abbaye de Pommier. Voilà, alors, donc on trouve ensuite, donc, par rapport aux petites montagnes, donc là, on a une moyenne beaucoup plus basse. Hein, sont en général 4 à 5 animaux par famille. Alors, donc ces chalets étaient en principe donc, la propriété de notables, qui les louaient à des fermiers, souvent des paroisses environnantes, selon des contrats d'assensement. Donc chaque année, on devait payer alors un petit peu d'argent, des fromages, on payait au fromage. En fromage, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, mais fromages un petit peu de luxe, salés assaisonnés, nous dit-on, des séracs, et puis des fromages appelés vulgairement tomes, hein, du côté de Saint-Blaise. Alors en général, les contrats sont passés pour 4, 6 ou 7 ans. Et puis, en principe, donc, les fermiers sont tenus de récupérer les animaux le 10 mai, et ils les ramènent le 10 octobre, enfin 9 ou 10 octobre. Ah, vous voyez, donc la saison est assez longue sur le Salève, c'est pour ça que c'est une zone assez intéressante. Voilà, alors sur la qualité du cheptel, on n'a pas beaucoup de renseignements. On a souvent une description de la robe, noir, jailleté, etc. En général, le bétail savoyard n'est pas très bon dans ces périodes. C'est petit, ça voit beaucoup, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Hein. Alors, à part du côté du Salève, justement, ou de la Mure, où certaines enquêtes nous précisent que là, on a des animaux très intéressants, parce qu'ils profitent des pâturages. Alors, d'autres richesses, donc le bois particulier vendu à Genève, les bois collectifs dilapidés pour l'affouage des gens. Ensuite, donc, des ressources minérales, activités sidérurgiques, alors quelques témoignages, mais on sent que c'est quelque chose d'assez ancien, qu'on se trouve vers 18e, 19e siècle. Et puis une dernière chose assez intéressante, donc, qui concerne les plantes, la botanique. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a ici un document qui est très intéressant, qui pourra servir peut-être aux botanistes qui vont parler. Vers 1821, on a donc une description de toutes les plantes qu'on peut trouver sur le Salève. Et à l'époque, c'est l'intendant public, et ça, qui est botaniste. Et puis, il nous dit que malheureusement, beaucoup de plantes deviennent de plus en plus rares, parce que donc, on a des botanistes genevois qui viennent l'été, qui ramassent tout ce qu'ils peuvent, des étrangers qui font la même chose, et puis des gens qui habitent tout au bord du Salève, qui s'occupent également de ramasser des plantes pour aller les vendre à Genève. Donc ici, quelques espèces qui ont totalement disparu, déjà à l'époque, donc géranium musqué, daphné camélée, les tulipas, etc. Voilà. Alors, je terminerai donc sur les conflits. Beaucoup de conflits durant toute la période, ça apparaît dans les documents, qui sont des conflits de limite essentiellement. Hein. Alors, je pense notamment à la chartreuse de Pommier. Vous voyez, souvent dans l'image d'Épinal, on voit arriver des moines dans un vieux désert. Là, c'est pas le cas, ils arrivent dans un milieu aménagé, peuplé, et ça bagarre tout de suite. Hein. L'abbaye doit se bagarrer avec le seigneur de Beaumont, avec Cruseille, etc., pour des questions de limite. Hein. Donc, on a pas mal de conflits tout au long de la période, au sein des communautés et entre communautés. Voilà. Donc, je vais passer, j'avais tout plein d'exemples, mais je vais passer. Voilà, donc juste pour conclure, je dirais que finalement, les documents d'archives concernant le Salève sont relativement rares et épars. Des sondages sont vraiment souhaités hein, pour en savoir un petit peu plus, et puis élargis naturellement aux périodes plus contemporaines, plus récentes. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette exploration de documentation qui est quand même assez riche. Finalement, peut-être pas en quantité, mais en tout cas en qualité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces multiples sujets abordés? Une question sur les documents. Vous avez consulté combien de documents? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup Oui, alors il y a une base. Alors, j'ai consulté pas mal de cadastres, des recensements, bien sûr. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les actes notariés. Là, et je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté des actes notariés, notamment sur l'archive d'État de Genève. Je pense qu'on a pas mal de choses à découvrir pour tout ce qui est termes de contrat, exploitation des bâtiments, inventaire, état aussi de ces maisons, voir un petit peu ce qu'on trouvait dedans, autour. Ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Bonjour. Vous avez parlé d'une voie romaine. Oui. La voie romaine de Montier, quand on monte de Montier au sommet du Salève, on va parler d'une voie romaine. Est-ce vrai? Il faudra que je demande à mes collègues lors d'épisode. Peut-être M. Bello sera peut-être plus à même de répondre. Ça doit être un chemin, plus qu'une voie romaine, c'est un grand mot, je pense. Pour répondre? Non, une question. Non, la question de la voie romaine du Salève, c'est on pourrait en parler longtemps. Mais il y a des tas de chemins anciens dont a parlé M. Beauvoir.
Voilà, qu'il faudrait juste recaler dans un contexte et surtout avoir des éléments de datation. En tout cas, on a de l'exploitation à la toute fin de l'Empire romain sur le sommet, en sidérurgie. Forcément, il y a des voies d'accès. La seule voie romaine qu'on a à l'époque, c'est celle qui passe par Creusailles, et encore, c'est une voie relativement secondaire. D'ailleurs, le sens va changer au Moyen-Âge. Quand les chartreux premiers arrivent, pour être un peu plus tranquille, la voie va se déporter sur une mention, et là, on va construire un hôpital pour accueillir les pèlerins à ce moment-là. Oui, vous avez très brièvement mentionné les clôtures entre les exploitations. Est-ce qu'on sait quelque chose sur les murets en pierre qui parcourent toute une partie du Salève? Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit à ce sujet-là. Même dans les contrats, on n'a pas de choses sur la rénovation, l'entretien de ces murets. Donc, pour l'instant, rien, justement. D'où l'intérêt de fouiller encore dans les actes notariés pour trouver des choses à ce sujet. Voilà. C'est seulement les clôtures en bois qui font que les fermiers doivent entretenir, construire, etc. C'est ça pour l'instant. Voilà. Peut-être plus tard. J'avais une dernière question. Très simple, pouvez-vous me dire qui est l'auteur de cet inventaire? Oui, alors c'est donc l'intendant comte Pulini, donc c'est l'intendant de la province de Carouge dans ces années-là. Où on peut le trouver? Alors, il est aux archives d'État de Genève, dans la série le fond du département du Léman, et j'ai une copie là, je peux vous donner un... Dernière phrase, parce qu'il semble inconnu de mes deux voisins, entre autres, les trois botanistes qui sont là, jamais entendu. D'accord, eh bien, je vous donne ça en photocopie tout à l'heure. Merci encore. Et maintenant, je vais passer la parole à Bénédicte Rommel, historien spécialisé technique et qui travaille depuis de longues années à l'inventaire des monuments d'art et d'histoire à Genève, qui va nous parler des moulins.